Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé Lilou. Je suis à Paris dans le 11e, dans un petit bar que Vincent Cespedes adore. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, pleine forme. Ouais. T'aimes bien cet endroit, Caravane? La caravane, oui, dans le 11e, c'est mon petit bureau personnel. Ouais. Ouais. Alors, je suis ravie de te retrouver. Vous connaissez certainement Vincent, qui est philosophe, souvent à la télé, assez impliqué dans les médias, particulièrement en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses de ces médias? Comment tu les vois? Ça part en vrille, hein. Ça part un peu en vrille. On a beaucoup de médias en crise, déjà, il faut savoir ça. Les médias de l'écrit sont totalement en crise. Alors, il y a forcément une augmentation du racolage, des pulsions primaires, des choses à scandale, des choses... voilà, j'étais moi-même victime d'un magazine People récemment. Donc oui, ça part un peu en vrille parce qu'on est dans une crise de sens, on le sait, tu l'analyses suffisamment. Mais cette crise de sens, on compte sur les médias pour qu'elle soit résorbée. C'est-à-dire que nous avons une attente d'autant plus forte à l'encontre des médias, parce que nous sommes dans la crise de sens, c'est qu'ils nous disent un peu, non pas quoi penser, mais comment penser, comment articuler une pensée, comment penser la complexité du monde. Et ils remplissent pas leur travail. Très peu de médias remplissent ce travail qu'on avait avant sur des chaînes nationales, d'explication d'une crise avec des bons tableaux, une vraie pédagogie pour le peuple. On n'a plus ça maintenant. Donc on est noyé dans un flot d'informations extrêmement dense, complexe comme jamais auparavant, et on n'a pas de pédagogue qui nous explique de façon neutre, non idéologique, le problème de l'État islamique, le problème de la crise de la finance, le problème du capitalisme. Voilà, on a plus ces rôles de pédagogue. Et donc, chacun doit se faire sa petite tambouille, on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps, on est 2 fois plus occupé qu'avant, on surfe, on est débordé. Tout le monde est overbooké, c'est le mot à la mode. Donc, on compte sur les médias pour faciliter la compréhension du monde et en fait ils l'épaississent, ils la complexifient et ça devient vraiment un drame aujourd'hui. Je pense que les médias sont en crise et les médias font la crise d'aujourd'hui aussi. Ça devient un peu comme ce que c'est aux États-Unis d'ailleurs, tout sur les people, sur ce drame, drame après drame, et pas d'information, pas de... C'est sidérant. Je regardais la chaîne France 2 récemment, voir un peu comment le journal télévisé de 13h et de 20h est ficelé. Il faut comprendre que pour la télévision, on s'adresse qu'aux spectateurs de 65 ans de moyenne d'âge. Et que tout est organisé selon des préoccupations de retraités qui ont la vie derrière eux, qui ont des petits-enfants. Et donc, c'est les préoccupations très... les faits divers, les petits bobos du monde, etc. Et au journal de 20h, on a catastrophe sur catastrophe. Sans explication, c'est-à-dire que c'est anxiogène au possible, ça nous met l'angoisse. Il n'est question que de morts, de tortures, d'accidents, de drames, de conflits et de menaces de guerre. Voilà, donc c'est onde de choc à tous les niveaux. Et l'onde de charme, je vous rappelle ce que c'est l'onde de charme en 2 mots. Je distingue vraiment 2 énergies qui peuvent nous traverser ou qu'on peut interpréter comme ça. L'onde de choc, qui est la propagation de la violence, de tout ce qui se déconstruit, de la mort au bout du compte, quelque part. Et puis l'onde de charme qui est la propagation du bonheur, de la créativité, de l'ouverture d'esprit. Et bien sûr, il y a du choc et du charme, et c'est pas négatif ou positif, c'est pas du tout cette vision binaire qu'il faut mettre. L'onde de charme, c'est l'onde qui crée du sens. Ce qui co-crée, c'est un mot qui t'est cher, un verbe qui t'est cher, c'est l'onde de charme. Tu es une ambassadrice de l'onde de charme, Lilou. Merci. Donc, pas les médias. Pas les médias, c'est pour ça d'ailleurs que tu as un média à part, Indépendant. C'est pas ça la clé d'ailleurs. Voilà, et subversif, c'est une des clés effectivement. Mais les médias nous donnent que de l'onde de choc et ne se font écho que de l'onde de choc. Et l'onde de charme, ce serait d'expliquer d'abord. Bien sûr, le monde est complexe, on ne peut pas changer le monde en claquant du doigt, mais au moins on peut le comprendre. Et j'ai la faiblesse de croire que comprendre le monde, c'est déjà un peu le transformer. Qu'il n'y a pas d'un côté l'intellect et de l'autre côté l'action, que tout ça, ça va ensemble. C'est le rôle de la philosophie au sens large. La philosophie, c'est poser son regard sur le monde, c'est déjà le transformer. Parce que si on comprend des problèmes complexes où l'onde de choc est là, c'est déjà passer de l'onde de choc à l'onde de charme. Comment on peut faire face aux attaques des médias, aux jugements, même dans la vie au quotidien? Toi, tu le vis plus médiatiquement, mais comment faire ça de manière philosophique avec cet esprit? Alors, effectivement, moi je vais au carton. C'est-à-dire j'ai des idées. C'est pas tellement que j'aime passer dans les médias. D'ailleurs, je déteste ça. Je déteste ça parce que c'est toujours beaucoup de travail pour pas grand-chose.
C'est important, il faut faire ce travail-là. Quand on a écrit un livre sur 3 ans, il faut pouvoir en parler de façon concise dans des débats. Et puis je veux être là sur la place, parce que si je défends pas mes idées, qui sont des idées que j'essaie de construire de façon humaniste, on aura les non-humanistes qui seront sur le plateau et qui vont envahir. Mais donc il y a un rôle de présence, un acte de présence. Donc je travaille, mais c'est jamais agréable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on croit que quelqu'un qui est présent dans les médias, d'ailleurs je ne suis pas trop présent non plus, la dernière télé elle remonte à des mois et des mois, mais je ne suis pas trop présent, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de vanité à en être, alors que c'est pas ça. Pas facilement comme des opportunistes. Alors que pas du tout, c'est un travail, c'est fatigant, et c'est jamais un plaisir. On en sort toujours frustré. Un débat, on en sort toujours frustré. Au début, j'étais en colère quand j'avais 20 ans, 25 ans. Maintenant, je suis beaucoup plus... je sais ce que c'est, donc je sais que je ne pourrais pas tout dire et que les arguments en face peuvent percer. Pour peu qu'il y ait un peu de démagogie, ça peut percer. Mais je pense que par rapport aux médias, il y a 2 choses à faire fondamentales. La première, c'est de comprendre que nous sommes des médias nous-mêmes. D'autant plus avec les nouvelles technologies, les chaînes YouTube, les réseaux sociaux. Nous pouvons émettre autre chose que nos petites opinions, que nos animaux de compagnie ou que nos petits bobos familiaux. Nous pouvons aussi émettre des idées. Nous pouvons essayer de vouloir émettre des idées qui puissent être partagées par un grand nombre. C'est ça, j'appelle ça la transition médiatique. Des individus lambda commencent à dire pourquoi j'ouvrirais pas un blog ? Un peu ce que tu as fait finalement. Pourquoi je n'irai pas à la rencontre du monde, je n'interviewerai pas le monde et je serai moi-même force de diffusion. Et je pense qu'il y a une révolution à faire, une révolution médiatique pour tous les citoyens. Si nous voulons des médias alternatifs, il faut penser que d'abord la base de ça, c'est proposer un jugement critique. On a tous par exemple des passions. On pourrait très bien, des passions, c'est-à-dire on s'adonne avec cœur à un sujet d'étude. On ne peut pas tout réfléchir et tout savoir. Mais il y a un sujet, alors il y en a, ça sera le jardinage, bon. Il y en a, ce sera l'éducation des enfants. Il y en a, ce sera la politique. Eh bien, je pense que dans nos passions, on pourrait se dire, mais je suis passionné d'une chose, j'y consacre du temps, les autres n'ont pas le temps de consacrer ce temps-là à cette chose-là. Je dois pouvoir diffuser ce que j'étudie avec passion. Et ça, c'est vraiment l'idée d'une transition médiatique où chacun devient un petit média. Après, il y a une sorte de loi de l'offre et la demande, et chacun peut avoir l'écho qu'il mérite en fonction de ça. Même sans formation derrière ? Si, la formation est nécessaire, la connaissance est nécessaire, l'humilité est nécessaire, savoir ses propres limites au niveau de la connaissance, dire là je ne sais pas, mais ça n'empêche pas de juger un film, ça n'empêche pas de juger un livre, ça n'empêche pas de dire voilà, vous me connaissez mes amis, voilà ce que je pense, voilà mes lacunes, mais n'empêche que ce film, j'ai pensé ça et ça me fait penser à ça. Et je pense qu'on peut créer une nouvelle culture, une culture beaucoup plus dynamique, qui nous permettrait de sortir de l'intimidation culturelle qui est aujourd'hui la norme. C'est-à-dire, il y en a qui savent, les tout sachants, les experts, et il y en a qui ne savent pas, le peuple. Et ce que montre la télé, c'est encore cette vieille télé des années 80, les experts d'un côté, qui sont toujours les mêmes, il y en a 10 en général qui tournent en boucle. En France, on est toujours les mêmes. Exactement. Donc 10 experts, toujours les mêmes, et puis le bas peuple qui comprend rien et qui est surtout voué à ne rien comprendre. Je pense qu'il y a une révolution à faire à ce niveau-là. Nous sommes aussi des médias, nous pouvons l'être. Autour de vous, si vous avez des gens brillants, intéressants, s'ils sont nuls en informatique, en poster des vidéos sur YouTube parce qu'ils ont 60 ans, etc., vous prenez votre smartphone, vous le filmez, vous le balancez, vous mettez un commentaire, ça s'organise. Il y a une résistance culturelle organisée qui doit venir du peuple. Vraiment, j'insiste. Je pense que la philosophie, d'ailleurs, c'est un mouvement qui vient du peuple. C'est le peuple, dans toute sa noblesse, qui commence à dire maintenant, je vais arrêter de me faire penser le monde, je vais penser le monde avec modestie et partager mes pensées. Et qu'un dialogue puisse suivre. Les médias, les réseaux sociaux nous permettent ce dialogue-là. On saisit que 5% de ce qui est à portée de main en termes de technologie, en termes de médias, d'être soi-même une caisse de résonance du monde. 5%, il faut qu'on augmente le score. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose importante, il faut surtout arrêter d'être dans la plainte. Il faut arrêter de se plaindre des médias. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que, je dirais, nourrir une frustration en termes d'expressivité. Je n'arrive pas à m'exprimer parce que les médias me prennent toute la place. Je n'arrive pas à espérer parce que les médias me mettent de l'onde de choc tout le temps, donc qui étouffe mes espérances, qui étouffe mon optimisme. Mais je pense que cette plainte, cette frustration, ce côté un peu aigri qu'on a, les médias nous manipulent, etc., qu'ont la jeunesse, qu'ont les jeunes, excusez-moi, les jeunes ont un peu ça. C'est-à-dire, moi, on ne me manipulera pas, y en a marre des médias, ils sont tous pourris, comme les politiques. Non, je crois qu'il faut sortir de cette logique-là. Il y a différents médias. Prenons les journalistes. Il y a des journalistes excellents. Qui sont-ils ? Est-ce qu'on doit attendre des prix Albert Londres pour souligner qui sont les journalistes ? Non. Donc je pense que
plutôt que d'établir des listes noires de journalistes qu'on n'aime pas et qu'on veut pas, etc., soyons plus positifs et plus optimistes. Essayons de repérer ensemble le bon travail journalistique. Et je pense que ça, on l'a perdu. Il y avait des stars journalistes dans les années 80-90. Des stars. Moi, j'ai été élevé et nourri à Anne Sinclair dans 7 sur 7. Je ne dis pas qu'elle était excellente, mais franchement, elle avait une façon d'interviewer intéressante. Eh bien, il y a des bons journalistes, qui ne sont pas d'ailleurs les plus démagogues, hein, qui sont ceux qui posent les bonnes questions. Un bon journaliste, c'est quoi? Il peut déranger. Hein. Il peut, quand on a une idole interrogée par un journaliste qui est bon, l'idole devient un peu moins idole et plus humaine parce qu'elle est poussée dans ses retranchements, elle devient vulnérable, fragile. C'est intéressant. Un bon journaliste, c'est celui qui nous augmente le sens. C'est-à-dire, on a un sujet, on ne comprend pas trop. Quand un travail journalistique arrive, on se dit, je comprends mieux. En tout cas, il m'a donné des outils pour que je puisse comprendre le monde. Donc, il autonomise la vision du lecteur ou du spectateur. Le journaliste, c'est celui qui me rend plus libre et qui me rend plus libre aussi à savourer les médias. Au bout du compte, le meilleur remède pour ne pas être écrasé par des médias absurdes, ce sont des médias de qualité qui me donnent comme des anticorps pour manœuvrer dans l'absurdité médiatique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la solution aux médias idiots, ce sont les médias intelligents aussi. Et c'est important de pouvoir les souligner, les repérer, en parler. C'est à nous de créer nos stars médiatiques, nos stars journalistiques. Nous pouvons, parce que nous les consommons, et je pense qu'en France notamment, on n'a pas de stars journalistes, très très peu. On a Edoui Plenel qui est un peu la star des jeunes, parce que rebelle, parce que contre le capitalisme, etc. Très bien, mais il y en a d'autres. Et puis, qui aujourd'hui en France regarde à la fin d'un reportage télévisé le nom des journalistes qui ont fait ce reportage? Mais je pense qu'on peut parler un peu du travail journalistique. Il y a beaucoup de journalistes sur la place. Plutôt que de dire les journalistes en général, on devrait avoir un regard discriminant qui fait la part des choses, qui distingue entre le travail, comme disait Gilles Deleuze, le travail de cochon, fait comme un cochon, du mauvais travail journalistique, et l'excellent travail journalistique. Parce que le salut viendra aussi de là, de journalistes qui se disent « je dois informer le peuple de certaines choses, et pour informer les gens, je ne dois pas les noyer dans une sorte d'information sclérosante et anxiogène, mais au contraire leur montrer des voies de sens, des constructions de sens. » Moi, je n'oppose pas les journalismes et les philosophes. Pour moi, les journalistes donnent les anticorps pour que tout le monde puisse devenir un peu plus philosophe, un peu plus conscient et désireux d'apprendre, désireux de connaître. Il faut vraiment être libre parce que la plupart des journalistes, ils sont quand même dépendants de la publicité ou de certaines chaînes ou de certains journaux et dans le coup, ça change complètement. Alors, je ne crois pas que ça se passe comme ça. Ce n'est pas des journalistes qui sont dépendants. Ce n'est pas Monsieur Tartampion, grand journaliste, qui est dépendant d'un grand annonceur. C'est Monsieur Tartampion qui est journaliste, qui peut être excellent, qui travaille dans un média qui est dépendant et qui va vendre des pages de pub. Mais ce n'est pas lui-même, journaliste, qui vend les pages de pub. C'est deux secteurs. Non, mais c'est important de le savoir. Un salaire quand même, mais qui reçoit... Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il doit cirer les pompes de l'annonceur. C'est pas pour ça. Non, mais il y en a. Mais il y en a aussi qui ne font pas ce travail-là, qui disent non et qui se battent en interne pour leur indépendance. J'ai pu quand même assister, je parle par exemple de Libération. Libération m'a invité en tant que philosophe à commenter l'actualité brûlante plusieurs fois. J'ai vu en interne, j'ai des amis là-bas qui font un très bon travail, mais qui se battent aussi contre la pub-tréfaction de l'information. L'information a un risque de pub-tréfaction, c'est-à-dire la pub qui dicte ses lois, mais il y a aussi une résistance en interne. Moi, j'aimerais qu'on insiste dans les médias sur les héros des médias. Il y a des personnalités héroïques qui font ça par vocation, avec une ambition expressive, ambition d'exprimer la vérité. Ils existent, ils sont là et ce sont nos alliés. Donc, n'ayons pas une sorte d'étiquetage généralisé des journalistes, comme d'ailleurs du monde entier. N'étiquetons pas les choses, essayons de comprendre comment ça fonctionne. Il y a du très bon travail journalistique, c'est à nous d'être sensibles à ça. Et après... Oh, franchement, le boycott, c'est pas pour les chiens. Voilà, mais c'est ce que je pensais, c'est ce que je voulais demander. Qu'est-ce que tu en penses du boycott? Parce que tu as appelé un petit peu au boycott de Closer. Est-ce que c'est quelque chose à faire? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va retrouver notre pouvoir ou au contraire, c'est dans l'action? Je crois que le boycott, c'est une arme sous-utilisée et une arme extrêmement efficace à l'heure de la consommation obligatoire. Le boycott, c'est j'arrête de consommer en fonction d'un différent de valeur entre ce qu'on veut me faire manger et ce que je refuse de manger, et même de voir mes amis manger, et même de voir mes enfants manger, etc. Donc le boycott, alors le problème du boycott, d'abord c'est pas une culture française. Ensuite, l'autre problème du boycott, c'est qu'on a l'impression qu'on est impuissant. C'est pas parce que je consomme pas du TF1 que tout d'un coup les gens vont, voilà, que TF1 va être attaqué par ma petite voix qui ne leur est pas donnée. En fait, si, mais il faut avoir une vision macroscopique des choses. Le boycott ne fonctionne que si c'est une vision macroscopique.
Mais le boycott, c'est pas le boycott, peut-être le mot n'est pas trouvé, c'est d'avoir un code. Je pense que, et c'est peut-être une troisième voie aussi pour appréhender les médias, je pense qu'il faut avoir un code de valeurs. Alors, c'est pas être fanatique de ses propres valeurs, c'est pas avoir une religion ou une idéologie stricte sur la consommation médiatique, mais c'est de se dire, ce que je consomme fait partie de ma dignité humaine. Et je peux refuser de consommer certaines choses en fonction de ma dignité, et je peux aussi aller chercher certaines choses en fonction de ma dignité. Et je pense qu'on manque de code de lecture médiatique. Vous savez, il y a un certain honneur à s'informer. Moi, j'ai des souvenirs de mon père quand j'étais enfant, qui lisait tous les jours Le Monde, à l'époque, était un journal de référence, avec beaucoup plus polémique qu'aujourd'hui, plutôt à gauche, plus qu'aujourd'hui en tout cas. Et Le Monde, tous les jours, on a perdu ça, les gens qui regardent, qui lisent, ça peut être sur Internet, cette idée de s'informer pour pouvoir avoir un avis, pour pouvoir être libre. On a l'impression que s'informer, c'est se faire manipuler aujourd'hui. On a l'impression que si je m'informe, je me fais manipuler par les médias. Non. Tout dépend des sources d'information et de votre intelligence critique à les croiser, à comprendre. Mais vous devez avoir un avis sur les grands problèmes du monde. Un avis modeste, qui connaît ses limites, qui connaît son ignorance, pas un avis pédant et arrogant. Mais on doit se faire un avis sur les grands problèmes du monde. Et pour ça, il faut s'informer. Je pense que s'informer des problèmes du monde fait partie de la dignité humaine. Donc on ne peut pas dire s'informer, c'est être manipulé. Ça, c'est une théorie complotiste que je refuse. Parce que ça, c'est une sorte d'applaudissement de l'ignorance. Je ne m'informe pas, je ne suis pas manipulé, je suis un dieu. Non, tu ne t'informes pas, c'est idiot, parce que la connaissance, ça rend humain. Mais tu dois bien t'informer. Et c'est un art de s'informer. Et je crois que cet art, entre nous, dans les réseaux sociaux, c'est ça qu'on essaie de créer. Qu'est-ce qu'on essaie de faire à part les petits chatons sur Facebook? On essaie de transmettre à nos amis les bonnes informations, ce qu'on juge avoir de la valeur. Donc on est en train de faire ça. Plutôt que de le faire de façon instinctive et animale, on pourrait le faire de façon consciente. De façon consciente, ce que je partage sur mes pages des réseaux sociaux, c'est le plaisir d'informer mes amis. Allons jusqu'au bout de la logique, soyons nous aussi des échos médiatiques. Ça fait partie, donc on reprend le pouvoir, on reprend notre pouvoir personnel. Ça, c'est quand même l'essentiel de cette conversation. On en est rendu là dans notre société où on est influencé partout. On a oublié de retrouver les réponses à l'intérieur de nous, on les cherche à l'extérieur. C'est fondamental, c'est le rôle de l'autonomie. Prendre le pouvoir sur soi-même, il y a deux visions des choses. Il y a une vision, je dirais, un peu... je ne vais pas dire américain parce que tu vas me tomber dessus, parce qu'il y a des très très bons américains, enfin états-uniens, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac, mais il y a quand même un côté un peu volontariste. Si je veux, je peux, grosso modo. C'est bien, c'est très bien d'avoir ça, ça permet d'agir et de se retrousser les manches face aux difficultés. Donc je ne critique pas cet optimisme-là. Mais il y a le côté un peu être son propre patron. C'est-à-dire pouvoir gérer son intériorité en toute conscience, etc. Moi, je suis plutôt de l'école européenne, un peu plus torturée, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a du mystère, il y a de l'inconnu, et on est aussi possédé par les choses, et qu'il faut accepter cette part de possession des choses. On ne peut pas être totalement son propre patron. Il y a des choses qui nous gouvernent, qui sont compliquées à détricoter. L'autonomie, pour moi, est une conquête perdue d'avance, mais ça n'empêche pas de mener cette bataille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être autonome à 100%. Voilà ma vision très européenne. Il y a toujours quelque chose d'irrationnel, un point. Julia Kristeva appelle ça un espace sacré. J'aime beaucoup cette notion qu'on a des espaces sacrés où les autres ne peuvent pas entrer, mais j'ai l'impression que l'espace sacré est aussi valable pour nous-mêmes. On a un espace sacré où même nous-mêmes, un point aveugle on dit, on ne peut pas entrer. Et c'est très bien, je pense que ça constitue notre complexité. Donc le pouvoir sur soi-même, c'est pas... à mon sens, dans cette voie de toute puissance de soi à soi, de transparence de soi à soi. Et je pense que ça serait préjudiciable. J'aime bien ne pas être transparent et garder mes zones d'opacité pour moi-même. Mais l'autonomie, ce combat à jamais gagné, mais qu'il faut mener, je pense qu'il faut la connecter à l'hospitalité. L'hospitalité est une valeur un peu négligée. C'est Edmond Jabès qui en parle très très bien, grand philosophe de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la possibilité d'accueillir le monde en soi, d'accueillir l'autre en soi, en sachant que l'autre va forcément me faire changer. Donc on n'est pas dans la toute-puissance de soi. Si j'accueille l'autre, j'accueille vraiment l'autre. C'est pas je lui dis tu restes là, tu bouges pas. C'est pas un animal domestiqué l'autre. C'est un animal sauvage qui peut m'emmener dans des passions qui ne sont pas les miennes et qui peut m'inspirer. On parle beaucoup de l'inspiration, c'est un très beau mot, mais être inspiré, c'est prendre et recueillir l'enthousiasme de l'autre. L'enthousiasme de l'autre, pas le mien. L'enthousiasme de l'autre. Donc moi, c'est pour ça que dans un livre que j'ai écrit en 2006 qui s'appelle « Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine », je montre que le mélange, c'est-à-dire un peu de moi entre en toi, un peu de moi entre
un peu de moi entre en toi, un peu de toi entre en moi, cette idée d'interpénétration des espaces, des identités, cette idée d'un mélange continu entre les êtres, je pense que c'est véritablement ça l'autonomie. L'autonomie, c'est pas d'être totalement soi, on n'y arrive jamais. L'autonomie, c'est de choisir avec qui on se mélange. Et là, il y a vraiment un choix et ça nécessite un jugement critique et très lucide.